Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Aujourd'hui, on reçoit une personne, une personnalité. Pour moi, elle est légendaire, puis, ou bien, elle va le devenir en tout cas. C'est un monsieur qui a 92 ans, qui est né à Saint-Hyacinthe, qui est revenu à Saint-Hyacinthe, mais qui a passé sa vie au Brésil. Et on va aller voir qu'est-ce qui l'a emmené à vivre toutes ces expériences-là. Ça fait que mon invité, c'est M. Bertrand Brion. Ça fait que M. Brion, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Moi, je vous remercie parce que je sais que vous êtes une personne dévouée à la cause de la ville, à cause des... Vous respectez les citoyens, vous voulez qu'ils profitent au moins des connaissances que vous avez. Alors, merci de m'avoir appelé pour faire cette conférence. Mais vous savez, c'est un honneur pour moi parce que vous êtes un modèle. Vous nous servez de modèle, vous nous inspirez tout le temps. Des personnages comme vous. Tout d'abord, vous êtes né à Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai connu vos neveux, nièces, puis tout ça, là. Mais vous êtes né à Saint-Hyacinthe. Mon père était l'homme de confiance de M. Phénix, qui était propriétaire de moulin en farine. Théo Phénix. Théo Phénix. En réalité, je suis né au théâtre de la Dame de Cœur, parce que le moulin en farine était au théâtre de la Dame de Cœur, et mon père, souvent, avait deux résidences, une à Saint-Hyacinthe et une à la Dame de Cœur. Est-ce qu'il y avait un petit moulin là-bas? Oui. La Dame de Cœur, c'était un moulin en farine à cette époque-là. OK. Alors, moi, je suis né à la Dame de Cœur, en 1927. En 1927. Ce qui vous fait 92 ans, 93 bientôt. 93 en novembre. En novembre. Il ne faut pas oublier ça. Vous nous donnerez la date. On fête ça à Saint-Hyacinthe. Et vos études, ça se passe où? Moi, j'ai étudié au Mont-Sacré-Cœur. D'ailleurs, j'ai été frère du Sacré-Cœur. J'ai fait mes études au Mont-Sacré-Cœur. Et après les études pour un diplôme qui était à cette époque-là assez primaire, j'ai enseigné à Verdun. Et les frères étaient intelligents. Ceux qui avaient des possibilités d'étudier, on les envoyait enseigner à Montréal pour qu'ils puissent étudier à l'université le soir. Alors, j'ai enseigné au primaire à Verdun et j'ai fait mon cours à l'université le soir et je suis devenu spécialiste en mathématiques et physique. Mathématiques et physique. Et physique, donc un professeur de sciences. Oui. Et en 1953, je suis parti pour le Brésil, où j'ai enseigné aussi les mathématiques et physique au Brésil. Quand vous me parlez du Brésil, là, le Brésil, c'est immense, vous savez, c'est presque aussi grand que le Canada, mais beaucoup, ça peut être occupé presque partout, sauf une partie de l'Amazonie. Vous êtes parti pour l'Amazonie, je crois. Non, je suis allé au sud du Brésil. Premièrement, je vais essayer d'expliquer rapidement la situation géographique du Brésil. Le Brésil est un pays qui est situé entre l'Équateur et le 32e parallèle. Sud. Alors, ce qui fait qu'il y a trois climats au Brésil. Il y a le climat équatorial, le climat tropical et le climat tempéré. Le climat équatorial, c'est l'Amazonie, là où on trouve des arbres géants, des fruits exotiques, des fruits qu'on ne rencontre même pas ici, mais la petite culture est impossible. Étant donné qu'il n'y a pas d'hiver, les moustiques, les insectes se propagent, et quand vous plantez une laitue ou si toute la feuille sort, l'insecte la mange. Alors la petite culture, le jardinage, c'est impossible dans cette région-là. L'autre région, c'est la région tropicale, qui est caractérisée par 6 mois de sécheresse et 6 mois de pluie. C'est tellement vrai qu'il y a une centaine d'années, on déménageait les troupeaux. Il y avait des routes parallèles aux grandes routes pour que les animaux puissent circuler, s'en aller vers des régions où il y avait de la pluie. Et ça se fait pas aujourd'hui, mais ça se faisait. Il y avait un exode là, à ce moment-là, un peu comme un exode planifié. Comme nos oiseaux migrateurs. Mais c'était des vrais cow-boys qui les accompagnaient. Et, comment on les appelait, les cow-boys, au Brésil? Parce que je sais qu'en Argentine, on disait des gauchos. Oui, des gauchos. Gauchos. En portugais, c'est gauchos. Et la région du sud, c'est une région qu'on appelle tempérée. Ça nous ressemble un peu, là. Il n'y a pas d'hiver, par exemple. Il n'y a pas d'hiver. Et comme de raison, étant donné que c'est la zone sud, les saisons sont inversées. Eux autres, ils ont l'été au mois de décembre, puis ils ont l'hiver au mois de juillet. C'est-à-dire, une manière de parler. Oh oui. Alors, le Brésil, réellement, c'est un pays qui, en plus d'être grand,
à cause de la situation géographique qui est très variée. Là, je vous présente le drapeau du Brésil. Les couleurs ont des significations. Le vert représente la forêt amazonique. Le jaune, le soleil. Les mines d'or. Ah, les mines d'or. C'est un pays où il y a beaucoup de mines d'or. Le bleu, le beau ciel. Et c'est un des rares pays où on a écrit la devise sur le drapeau. Ordem et progresso. Ordre et progrès. Okay. C'est un rare pays où on a écrit la devise sur le drapeau. Les étoiles, est-ce qu'il y en a un nombre? Les étoiles représentent les États. Il y a actuellement 26 États au Brésil et la capitale nationale. Bon. Alors, le drapeau, réellement, c'est un très beau drapeau. Les gens se le respectent. Au Brésil, on ne laisse pas le drapeau à la pluie. Les endroits publics le retirent le soir. On a un respect qu'on n'a pas ici pour notre drapeau. C'est une chose que j'ai remarquée. Maintenant, je voudrais vous parler de la nouvelle capitale. Nouvelle capitale. En 1960 et quelques, le président du Brésil a décidé de déménager la capitale, qui était Rio, dans une nouvelle ville qu'on a appelée Brasilia. C'était toute une histoire. Premièrement, le président qui a fait cette décision-là, qui a pris cette décision-là, avait 4 ans pour le faire. Donc, au lieu de commencer par construire des routes, ils ont construit l'aéroport et tout le matériel nécessaire a été transporté par avion. C'est devenu une ville très moderne. C'est l'Oscar Niemeyer, qui était un ingénieur reconnu dans le monde entier, qui a fait le plan de la ville. Mais pour aider nos téléspectateurs, là, si on voit la carte du Brésil, tout le monde connaît les 2 grandes villes qui sont Rio de Janeiro et São Paulo. Okay? Oui. Mais où est Brasilia par rapport à ça? Le président du Brésil, pour justifier sa décision de déménager la capitale, il a dit simplement « Nos villes principales sont toutes sur le littoral et le centre du pays complètement abandonné. Donc, je vais valoriser le centre du pays en installant la capitale au centre du pays. » Ça a été le centre géographique du pays qui a été choisi. C'est le centre géographique. C'est le centre géographique du pays qui a été choisi comme capitale. On est à combien de kilomètres de Rio, à peu près? C'était à peu près 2 heures d'avion de Rio. De Rio, OK. Bon. Et ce qui est arrivé, c'est que, étant donné qu'il y avait 4 ans pour la bâtir, il a dépensé beaucoup d'argent, la capitale est devenue très belle, mais le problème, c'était quand la capitale était prête, premièrement, les édifices étaient super modernes, mais il n'y avait pas d'arbres. La ville avait été construite sur mesure. Les fonctionnaires qui demeuraient à Rio, qui avaient accès à la plage de Copacabana, ils ont dit « on s'en va pas là, nous autres ». C'est là qu'a été le gros problème. Alors, pour les obliger par la loi, ils leur permettaient de garder leur demeure à Rio. Ils payaient leur voyage par avion en fin de semaine pour revenir à Rio. À chaque fin de semaine? À chaque fin de semaine. Ça coûtait énormément cher et les fonctionnaires n'étaient pas heureux à Brasilia. C'était pas de belle ville, d'ailleurs. Les belles maisons dans un endroit où il n'y a pas... Dans un désert, là. Dans un désert. Alors, ça a pris au moins 10-15 ans pour que les gens commencent à apprécier Brasilia. Aujourd'hui, c'est une très belle ville. On a planté des arbres, les rues étaient larges, c'est quelque chose de très moderne. Mais c'était tout un problème. Même l'ambassade du Canada avait dit au président du Brésil, on ne s'en va pas de Rio à Brasilia, mais ils les ont obligés par la loi. Alors, ça a été en réalité assez difficile. La suite de la construction n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est une capitale qui fonctionne très bien, c'est une très belle ville. OK. Donc, vous étiez, vous, au Brésil quand tout ça s'est passé. J'ai vu la Vous êtes arrivé en 53, moi, je suis arrivé au Brésil en 53. Et vous êtes revenu en quelle année? Je suis revenu en 71. J'ai été 11 ans en communauté. Et je suis sorti de communauté pour aller... Mon supérieur m'avait donné mon billet pour revenir à Montréal, mais j'avais un Américain qui m'avait offert un emploi. J'ai travaillé pour la Catholic Relief Services. Je ne sais pas si vous connaissez le... Catholic Relief Services. Relief Services. C'est un organisme catholique américain. Qui prenait des denrées qui était dirigé, non périssables. L'organisme était dirigé par les évêques.
Mais il y avait un contrat avec le gouvernement américain. Le gouvernement américain avait des surplus agroalimentaires qui a décidé de donner, pas de vente, de donner aux pays en voie de développement. Mais il donnait, il payait le transport, mais c'est pas lui qui était en charge. C'est l'organisme catholique qui a pris le programme en charge. Alors, il fallait quelqu'un sur place pour subventionner le programme. Les Américains voulaient pas trop y aller, mais moi, j'étais innocent, j'ai accepté, mais c'était un job en réalité qui n'était pas possible. Mon emploi, c'était de surveiller le programme, amener en justice les gens qui vendaient les aliments. OK. C'était pas très intéressant, ça. Non. J'étais pas trop sévère, j'avais tissé le gars après Puis vous desserviez l'Amazonie? Je desservais l'Amazonie. Moi, Quand on parle de l'Amazonie, on parle de l'embouchure à Récifé? Non, l'Amazonie est un peu plus haut que ça. Plus haut un peu, je pense. Les deux villes principales de l'Amazonie, c'est Belém et Manaus. Manaus, c'est la vraie capitale de l'Amazonie. Plus d'1 million, ça, Manaus. Bon. Manaus a toute une histoire que je dois vous raconter assez rapidement. Mais juste avant, on voit derrière nous la Yamaska. Oui. La Yamaska, est-ce que l'Amazone, par rapport à la Yamaska, est-ce qu'on peut comparer? On peut pas le fleuve Saint-Laurent, est-ce qu'on peut? On ne peut pas comparer, c'est beaucoup plus large. C'est combien de fois? Est-ce que c'est plus large que le fleuve Saint-Laurent? Bien, c'est-à-dire, le fleuve Saint-Laurent, ça dépend de l'endroit. Non, mais entre Montréal et Québec? Oh non, il est beaucoup plus large. Beaucoup plus large parce qu'on dit que l'Amazone est le fleuve qui a le plus grand débit. Le plus grand débit. Et l'Amazonie a plusieurs histoires. Étant donné que la neige des Andes, quand elle fond, elle s'en va. Parce que l'Amazonie prend sa source au pied des Andes. Au pied des Andes. Alors, étant donné que le climat... Quand on parle au pied des Andes, c'est en Colombie? Au Pérou. Ce qui arrive, c'est que quand arrive la fonte de la neige, le niveau de l'Amazonie augmente au moins de 2 à 3 mètres. Le quai du port de Manaus est un flottant. OK, donc il va suivre. Il accompagne le mouvement des eaux. Et en plus de ça, les gens pauvres ont eu la manie de construire leur maison et de l'attacher à un fil de fer au continent sur l'Amazonie. OK. J'ai rentré dans les maisons, là, tu balances... Les maisons flottantes. Les maisons flottantes. Alors... c'est ingénieux. C'est ingénieux, mais comme de raison... C'est sécuritaire. Les gouvernements ont toujours lutté. En fin de compte, il y a un gouvernement qui les a condamnés, il leur a donné des terrains pour se bâtir une nouvelle maison sur le continent, mais il a mis le feu dans les maisons. Ah, ouais. Il y avait 500 maisons construites comme flottantes sur le fleuve Amazon. Okay. Alors, c'est toute une histoire. Moi, je veux vous ramener à ça m'intéresse beaucoup ce que vous me parlez du Brésil. Vous savez comment j'aime l'histoire, comment j'aime la géographie. Mais moi, il y a une histoire particulière qui m'intrigue, c'est vous êtes de 1953 en Amazonie. Est-ce que vous étiez à Manaus ou près? J'étais à Belém. J'étais à Belém. Ça, c'est la deuxième ville. Moi, j'ai commencé, quand j'étais frère de Sacré-Cœur, j'étais dans une ville qui s'appelle Campanha. C'est un peu dans le sud du Brésil. Une ville merveilleuse comme climat, montagneuse, et c'était la région du café. OK. Et j'ai enseigné 8 ans dans cette région-là. C'était... Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez rencontré votre future épouse? Non, moi là... Ça m'intrigue. Mais je vais être très sincère. Quand je suis sorti de communauté, je ne la connaissais même pas. Parce que j'étais dans le sud, quand je suis sorti de communauté, puis je l'ai mariée dans le nord. Je l'ai connue après être déménagé à Belém pour travailler pour les Américains. Je travaillais pour Catholique, okay. C'est là que je l'ai connue. Avant, je ne la connaissais pas. Autrement dit, je ne suis pas sorti de communauté pour une question. Ça aurait pu l'être. Ça aurait pu. On n'aurait pas le condamné. Une question d'amour. C'était une question de... Mon supérieur ne l'acceptait pas, ma tendance à être un peu de gauche. Parce qu'au Brésil, il ne faut pas oublier une chose. Ça, c'est une autre chose qui est très importante à mentionner. À l'époque où j'étais au Brésil, il y avait des mouvements très, très à gauche. Les jeunes universitaires étudiaient Karl Marx, et puis ça aurait pu devenir un second Cuba très rapidement. Et c'est à cause, il y a un président du Brésil qui a osé condécorer, donner la plus grosse décoration du Brésil à Che Guevara. Alors les Américains ont fait venir... Che n'était pas décédé encore, là.
Che n'était pas décédé. Il était à Cuba à ce moment-là? Il n'était pas sorti de Cuba? Alors, le gouvernement américain a appelé les chefs militaires du Brésil et leur a dit « On ne veut pas que le Brésil devienne un second Cuba. Et c'est vous autres qui avez la responsabilité de mettre votre président à la porte et de prendre les rênes du pouvoir. » C'est ce qui est arrivé. J'ai vécu la révolution militaire du Brésil, là, qui a duré plus que 15 ans. Cette révolution-là, ce sont les Américains qui l'ont provoquée. Ils n'ont pas fait comme le Chili, parce que le Chili a résisté. Ça, l'histoire du Chili, tout le monde la connaît. Mais le Brésil aurait pu devenir un second Cuba et un troisième Chili. Mais les Américains ont vu venir le coup. Alors moi, j'ai vécu toute cette époque-là. Et moi, j'étais, je ne veux pas dire que j'étais favorable à la gauche, que j'étais communiste, mais j'étais favorable. Le gouvernement du Brésil a toujours été un gouvernement qui favorisait les riches et la classe pauvre, la classe moyenne était complètement oubliée. Alors j'avais des tendances vers la gauche et mon supérieur n'aimait pas ça. Et mon supérieur est un grand capitaliste. OK. Un homme de droite. Un homme, non seulement de droite, mais il faisait venir l'histoire des automobiles, l'histoire de... Vous savez l'histoire. Bon. Alors... OK. OK. Si je reviens à votre épouse, vous la rencontrez en quelle année? Je l'ai rencontrée la première année que je suis sorti de communauté, ça veut dire vers les années 65 à peu près. OK. C'était une personne qui travaillait dans l'édifice où j'avais installé mon bureau. OK. Et puis, je la trouvais sympathique. On a commencé à se fréquenter. Puis, en fin de compte... Est-ce que vous l'avez épousée au Brésil? Je l'ai épousée au Brésil. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai 3 enfants qui sont au Brésil. Puis, ma dernière fille, la quatrième, qui est née ici, elle est née ici au Québec. Mais mes enfants ont tous le passeport brésilien et tous parlent portugais et tous adorent le Brésil. Même mes petits-enfants adorent le Brésil. OK, c'est dans leur gène. Je connais votre fils qui travaille pour la voirie de Saint-Hyacinthe, qui était justement ici la semaine dernière. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau avec un teint brésilien. C'est ça. C'est vraiment spécial. Il y a la couleur du pays là-bas, mais c'est votre sosie. Moi, je vous ramène à vous. Vous me racontez des choses avec votre érudition légendaire. Vous me racontez des choses très intéressantes. Vous en venez ici, vous en venez éducateur. Vous commencez à la commission scolaire Saint-Hyacinthe, qui s'appelait régionale de l'Yamaska à l'époque? Oui, ça s'appelait commission scolaire régionale de Saint-Hyacinthe. De l'Yamaska. Est-ce que vous êtes en allé directement à Polyvalente? Elle l'ouvrait à peu près à ce moment-là, Polyvalente. La première année, j'ai enseigné à Casavant, mais en 71. Mais en 72, j'ai été muté à Polyvalente. J'étais un des fondateurs de la Polyvalente. Vous avez passé en 72. Une quinzaine d'années à Polyvalente. J'étais 16 ans exactement à Polyvalente. Polyvalente. Parce que je me souviens quand je suis arrivé comme jeune prof, vous étiez là. Oh oui, c'est ça. On s'est croisés. Mais là, je peux vous dire que le système... Je voudrais faire une comparaison entre le système d'éducation du Québec et celui du Brésil. Permettez que je fasse une... Mais je vous permets tout, M. Brion. Je n'ai jamais rien refusé. Une distinction. Ici, au Québec, une école fonctionne une journée entière pour les mêmes élèves et la même direction. Là-bas, pour économiser, l'école sert à 3 groupes. Le matin, c'est un groupe avec une direction. L'après-midi, c'est un autre groupe avec une autre direction. Puis le soir, c'est pour les adultes. Alors, premièrement, la différence, c'est que les élèves au Brésil ne passent pas la journée à l'école. Ils passent 4 à 5 heures simplement. Et on s'est aperçu que même s'ils ont moins d'heures de cours, ils sont aussi préparés, même plus. Je vais vous dire pourquoi. Ici, pour rentrer à l'université, je ne connais pas exactement toutes les méthodes qui sont en cours actuellement, mais au Brésil, depuis au moins 50 ans, le gouvernement a institué ce qu'on appelle un examen d'entrée qui est unique pour tout le pays, qui se fait le même jour. Tout le monde. Pour tout le monde. Le gars, il veut rentrer en médecine, il se présente à São Paulo, qui est une ville de 10 millions d'habitants, il se présente 2000 étudiants, il y en a 100 qui vont avoir la place. Un examen, ils sont obligés de passer à travers d'un examen de langue maternelle, portugais, physique, chimie, une langue secondaire qui est souvent l'anglais.
Alors, pour arriver dans les 100 premiers sur 2000 élèves, il faut qu'ils soient très préparés. Donc, l'étudiant, moi j'étais professeur de physique, puis j'avais un laboratoire, c'est pas moi qui l'avais acheté, c'est la communauté, un des plus beaux laboratoires qui venait directement d'Allemagne, avec des pièces intermodales, qui pouvaient faire différentes expériences de physique avec les mêmes pièces qui se démontaient. Les jeunes ne l'appréciaient pas tellement, pourtant ils apprenaient beaucoup avec un laboratoire, c'était bien plus facile. Mais eux autres, leur objectif, c'est de passer au fameux examen où il y a 2000 candidats en plein sang. Ces examens-là n'ont pas de programme concret, ce sont des examens théoriques. Donc, le laboratoire ne servait pas dans la tête des gens. Nous autres, on va apprendre des questionnaires d'anciens concours. On va apprendre ça par cœur pour passer l'examen. Alors, voyez-vous la différence? C'est pour ça que les élèves qui réussissent à passer un examen, qu'on appelle le vestibulaire au Brésil, ce sont des élèves qui sont des génies. Et les professionnels du Brésil, en général, ce sont des génies. Ici, à Saint-Hyacinthe, nous avons justement le résultat de un nommé Lawrence Smith, qui est chercheur en médecine vétérinaire, qui était l'élève de celui qui a cloné la première brebis. Oui, le premier Starbuck clone. Il a été élève de celui qui a cloné Dolly. Dolly, et il a appris, actuellement, ce monsieur-là, c'est un Brésilien. Il est d'origine brésilienne. Il est à Saint-Hyacinthe. Il fait partie de... Actuellement, c'est lui qui est en recherche. Et c'est le plus grand cloneur au monde. C'est le meilleur. C'est un Brésilien. Oui. Vous m'avez bien dit que c'était des génies. Ça prouve votre allégation. Je lui ai demandé de me cloner, mais il n'a pas voulu. Mais votre fils est un clone de vous. Oui. En plus foncé. C'est tout simplement plus foncé. Bon, on revient à Saint-Hyacinthe. Vous revenez en 71 jusqu'à maintenant. Donc, vous revenez en 71, ça fait près de 50 ans. Ça fait 49 ans que vous êtes ici. Oui. C'est quoi Saint-Hyacinthe pour vous? Est-ce que vous avez un coup de cœur? Vous êtes encore ici? Bon, mais vous avez été en Amazonie, vous avez aimé aussi. Moi, je vais vous indiquer ce que je trouve de spécial à Saint-Hyacinthe. Bon, c'est une ville, c'est une capitale agroalimentaire, disons. On peut manger du bon fromage qui est fabriqué sur place. On peut manger du maïs 3 semaines avant les autres régions du Québec. On peut manger des belles fraises. Et comme de raison, c'est une ville que j'apprécie à cause que l'âge de la ville qui me fait rappeler la vie de nos ancêtres. Et surtout, il y a beaucoup d'arbres dans cette ville. C'est une ville que j'apprécie à cause de la culture, le respect qu'on a pour les arbres. Okay. Et d'ailleurs, quand j'ai décidé de revenir... Grand observateur que vous êtes. Quand j'ai décidé de revenir au Canada, je n'ai pas choisi Montréal comme j'aurais pu parce que je savais qu'à Montréal, mon épouse s'adaptait plus, parce qu'il y a une colonie brésilienne très forte à Montréal. Mais j'ai dit, je vais aller à un endroit où l'éducation est plus facile, où elle est meilleure. J'ai décidé de venir à Saint-Hyacinthe à cause des écoles qui avaient un nom. C'était ma décision. Et je ne le regrette pas. Mais c'est vrai que c'était difficile pour mon épouse. Les fins de semaine, des fois, elle me disait des choses que je ne devrais pas répéter. On s'en va, on sort, on emmène quelque part. Oh, ouais. Alors, on faisait notre vie sociale à Montréal parce que c'était difficile pour elle. Ben, elle venait d'une grande ville aussi. Oh, ouais. Elle ne s'adaptait pas facilement à la vie qu'on menait ici à Saint-Hyacinthe. Okay. Alors, j'ai fait ma vie sociale à cause d'elle, à Montréal. On fréquentait, elle allait en messe à l'oratoire Saint-Joseph, on allait à l'église Notre-Dame. On avait beaucoup de la montagne. Mes enfants, depuis l'âge de 5 ans, qui se promenaient sur le Mont-Royal, puis le Vieux-Port. Puis comme on doit terminer notre entretien bientôt, moi je veux savoir, M. Brion, 92 ans, né à Saint-Hyacinthe en 1927, est-ce qu'il est un homme heureux? Je suis très heureux. Je considère que j'ai eu une très belle vie. Je le dois à ceux qui m'ont éduqué. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. J'ai été orphelin. Ma mère est décédée, j'avais à peine 1 an. C'est ma grand-mère maternelle qui était la femme, dans mon livre que j'ai écrit, là, mon premier chapitre. Vous pouvez le montrer,
Le premier chapitre, les deux femmes de ma vie. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Les deux femmes de ma vie. Les deux femmes de ma vie. Mais ça, c'est pas un livre qui est disponible pour les gens, là. Il était à la bibliothèque. OK. Mais moi, je vois en arrière ici, comme je vous connais depuis longtemps, un ballon de foot, un ballon de soccer signé par Pelé et le logo du Canadien ici. J'ai toujours été maniaque de sport. Au Brésil, j'avais une équipe de soccer. Mais je vais revenir en terminant, là, vous m'avez ouvert une porte avec les deux femmes de votre vie. Oui. On va terminer là-dessus. Oui. On va terminer par le début. Dans le fond, Okay. On vous ramène au début. Vous allez nous parler un petit peu des deux femmes de notre vie. Les gens veulent savoir ces histoires-là. Bon, comme je vous ai dit, j'ai été orphelin, j'avais 1 an. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a élevé. Puis c'était une femme, elle était franco-américaine. Elle avait perdu son mari à 55 ans. Elle a tout fait instruire ses enfants. Elle avait le bureau de poste à Saint-Théodore-d'Acton parce que par le fait qu'elle parlait anglais à cette époque-là, vous savez, le gouvernement fédéral lui avait donné la préférence. Et puis le maître poste d'Actonville, qui était plus gros que Saint-Théodore, faisait faire ses rapports d'impôts par ma grand-mère. C'était une personne très spéciale. C'est elle qui m'a élevé. Et puis réellement, même si j'ai été élevé par une femme, elle m'a laissé de très belles valeurs. Elle n'avait pas peur de personne. Alors, c'est une personne qui m'a marqué, qui m'a laissé un souvenir d'une personne décidée et convaincue, et qui respectait tout le monde. Qui respectait aussi ses propres valeurs. On n'avait pas le droit de parler contre personne. Mais elle n'avait pas peur de personne non plus, parce qu'elle était sûre d'elle. Ah, okay. Et puis mon épouse, elle, c'est une personne là, qui est orpheline comme moi, qui a été éduquée par une famille très riche. Son père adoptif lui disait, quand tu veux t'habiller, là, va dans n'importe quel magasin, mets ça sur mon compte, je vais payer à la fin du mois. Elle a été gâtée par son père adoptif, et puis elle faisait de la haute couture, assez spécialisée là-dedans. Puis quand elle est arrivée à Saint-Hyacinthe, imaginez-vous, elle gagnait presque autant de moi comme professeur. Elle a travaillé à Saint-Jude Médical qui fabriquait des valves cardiaques. OK. Monsieur Brion, je termine là-dessus, mais je vous remercie. Je vous souhaite surtout longue vie, qu'un personnage et une personnalité comme aussi attachante que la vôtre, on puisse la conserver encore pendant au moins une autre décennie. On vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir été présents avec nous et on vous donne rendez-vous à une prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.